Bonjour à tous et merci de nous suivre. La bonne entente entre les États-Unis et la Chine, affichée lors de la signature d'un accord le 15 janvier, n'aura été que de très courte durée. Depuis la propagation du coronavirus, le ton monte entre les deux rivaux. Les États-Unis ont accusé la Chine de manquer de transparence. Ils furent aussi l'un des premiers pays à fermer leurs frontières à toute personne ayant transité par la Chine. Une décision qui est mal passée à Pékin, qui espérait montrer au monde le visage d'un pays transparent, efficace et en contrôle de la situation. Alors jusqu'où iront les tensions entre Pékin et Washington et quelle est l'origine de cette guerre froide? On en parle avec Valentin Bougueng, directeur de publication d'Émergence économique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et le docteur Sylvain Guessant, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent. Merci. Alors messieurs, je le disais à l'entame de l'émission, on a vu la Chine et les États-Unis s'affronter sous fond de crise sanitaire. Quel est votre regard sur cet incident, cet épisode? Comme vous le dites si bien, Fatim, ce n'est qu'un épisode dans le long fleuve des relations sino-américaines qui est loin d'être tranquille. C'est un épisode récent et qui a pris de l'ampleur en raison également aussi de l'ampleur de la pandémie de la Covid-19 dans le monde. Et cette ampleur et ses conséquences inédites au-delà des frontières a fait donc de la gestion de cette pandémie un phénomène hautement stratégique pour ces deux pays qui sont rivaux par ailleurs et qui étaient déjà sur le terrain de l'affrontement commercial et stratégique ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que Donald Trump et Xi Jinping, finalement, sont engagés dans un bras de fer aux ramifications mondiales? Bon, on peut le dire ainsi, mais on aura peut-être certainement l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas du tout nouveau dans les relations entre les États-Unis et la Chine. La guerre de l'image, la guerre de la représentativité, la propagande, la machine de la propagande, etc. Ce n'est pas nouveau. Que ce soit sur le terrain économique, le terrain sanitaire, politique, la question des droits de l'homme, piratage. Tous les sujets sont prétextes à... Voilà, donc... bon, seulement qu'à l'époque, ce n'était pas le moment des réseaux sociaux. Donc, on n'était pas forcément informé comme aujourd'hui de toutes ces questions. On n'avait pas accès à ces médias internationaux comme on l'a aujourd'hui. Donc, on était moins informé de ces questions-là. Ce n'est pas nouveau entre les États-Unis et la Chine. Ben justement, remontons un peu dans le temps. La Chine et les États-Unis se sont alliés dès le déclenchement de la Seconde Guerre chinois-japonaise en 1937, avant de s'affronter régulièrement dans différents pays sur le continent asiatique. Parlez-nous un peu de ces affrontements et en quoi surtout ils ont modelé les futures relations sino-américaines. Comme vous l'avez dit si bien aussi, Fatim, écoutez, il y a eu une alliance objective au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu cette alliance pour pouvoir, face à un ennemi commun à l'époque. Bon, comme vous le savez, très souvent, lorsqu'il y a des alliances, vous savez que d'un côté c'était le capitalisme, de l'autre, ce n'était pas du tout la même idéologie, mais dès qu'il y a donc la disparition de l'ennemi commun, eh bien les intérêts divergent. Les intérêts de chacune des parties commencent à diverger. Les intérêts de la Chine n'étaient pas les mêmes que ceux des États-Unis. La Chine, dans son début de rattrapage économique donc, de son retard, dans cette stratégie, avait besoin donc d'avoir un environnement stable et sécurisé autour d'elle, un peu comme dans son aire géographique, qu'elle puisse y évoluer sans problème. Alors que les États-Unis, avec l'ancrage déjà au Japon et un autre ancrage en Corée, qui est devenu la Corée du Sud après, estimaient qu'il fallait contrebalancer justement la montée progressive de la Chine. Donc ce sont ces intérêts stratégiques divergents qui ont fait en sorte que la disparition donc, de l'ennemi commun de l'époque, l'Allemagne nazie et autres, puissent laisser place donc à une rivalité stratégique entre deux géants qui sont devenus progressivement les deux principales puissances, superpuissances mondiales. C'est un épisode qui part pratiquement de 1937 à 1972. 1937, la seconde guerre entre le Japon et la Chine, les États-Unis de Roosevelt apportent leur soutien à Chiang Kai-shek, qui était le leader de la Chine continentale à cette époque. Dès lors que Chiang Kai-shek perd la bataille en 1949 contre Mao Tse-tung et qui s'exile à Taïwan avec ses troupes nationalistes, les États-Unis apportent leur soutien automatiquement à Taïwan, au détriment de la Chine populaire. Et en 1950, rappelons qu'en 1945, le Japon vient de rétrocéder Taïwan à la Chine.
En 1950, c'est Taïwan qui est reconnu au Conseil de sécurité des Nations Unies, jusqu'à 1971, où il y a une nouvelle résolution qui va accepter la République populaire de la Chine de Mao Tse-tung au Conseil de sécurité des Nations Unies au détriment de Taïwan. Et on verra la visite ensuite, en 1972, du président Nixon, président Ford en 1975, Jimmy Carter, etc., etc. Alors actuellement, il n'y a plus d'affrontements militaires entre les deux puissances, mais des situations de tension. La mer de Chine méridionale constitue un enjeu stratégique de premier plan pour les États d'Asie du Sud-Est qui l'abordent, mais aussi pour la Chine et Taïwan. Messieurs, pouvez-vous nous expliquer les enjeux pour les États-Unis et la Chine dans cette région? Dans cette région, comme vous l'avez dit, c'est déjà proche de la Chine, c'est la mer méridionale, ça s'appelle la mer de Chine méridionale. C'est un enjeu stratégique immédiat pour la Chine. Il faut savoir que dans cette zone transite pratiquement un tiers du commerce mondial et que la Chine a besoin d'avoir davantage d'impact, de possession dans cette zone qui facilite donc sa liberté totale et de telle sorte qu'elle ne puisse à aucun moment être bloquée dans son expansion économique, commerciale dans le monde. Donc ce sont ces intérêts immédiats qui sont en jeu, sans oublier l'aspect militaire aussi. Et dans cette zone, naturellement, comme c'est une zone extrêmement cruciale pour le passage du commerce international maritime à tout le moins, eh bien, il y a aussi l'aspect militaire. C'est-à-dire que les Américains aimeraient avoir une liberté totale, une fluidité de circulation pour porter rapidement assistance à leurs alliés et autres plus loin dans la région et ailleurs. Donc, ce sont ces intérêts immédiats, stratégiques immédiats de la Chine et les intérêts militaires globaux des États-Unis qui mènent donc à ces tensions récurrentes dans la région. Oui, certaines études montrent par exemple que par la mer de Chine méridionale transitent 80% des importations chinoises. Et c'est le passage obligé des sous-marins nucléaires de la Chine. Donc la Chine en fait naturellement une question de souveraineté sur laquelle elle n'entend pas discuter du tout. Vous vous rappelez sans doute de la décision de la Cour d'arbitrage de la Haye en juillet 2016 qui déniait à la Chine tout droit souverain sur cette partie du monde. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a répliqué le lendemain pour dire qu'elle n'en discutait avec personne. Elle en fait une question de souveraineté. Il n'est pas question que la Cour d'arbitrage de la Haye ici prononce qu'elle occupait le territoire. Elle occupait toujours la mer de Chine méridionale. Alors depuis Nixon, vous parliez de Nixon tout à l'heure et d'autres chefs d'État, et Mao Tse-tung, quels sont finalement les dirigeants et les raisons qui ont emplani ou envenimé les relations entre ces deux puissances? On viendra après sur Donald Trump, mais quels sont... Bon, ceux qui ont eu d'abord le rapprochement, je pense à Roosevelt en 1937 lors de la Seconde Guerre entre la Chine et le Japon dont on parlait tantôt. On pourrait tout de suite revenir à Nixon en 1972, Ford en 1975, Jimmy Carter. Et puis ensuite, on n'en parle pas assez, mais Bill Clinton. Avec l'OMC. Après le massacre même de la place Tiananmen, oui. Les États-Unis avaient tiré à boulet rouge sur la Chine, ils avaient pris les distances sur de nombreux dossiers. Il a fallu la présence du président Bill Clinton pour rapprocher les deux pays sur le plan politique, diplomatique, commercial dont vous parliez. Bon, on se rappelle encore aussi après les attaques terroristes de 2001, les États-Unis avaient besoin de soutien. Un Jintao qui viendra en 2003 soutenu quand même les États-Unis à cette période-là jusqu'au scandale. Et on se rappelle également des relations cordiales entre Un Jintao et le président Obama. Alors ça sont les relations cordiales, mais il y a des épisodes un peu plus douloureux, j'ai envie de dire, et des accusations de part et d'autre. Oui, il y a eu des accusations de part et d'autre. Et ces accusations, en réalité, sont basées juste sur le fait que la Chine a commencé à progresser et à avoir un statut différent de ce qu'elle avait à l'époque. À l'époque, donc, des années juste au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays, on appelait pays en voie de développement, pays du tiers-monde selon les terminologies de l'époque. Mais par la suite, la Chine s'est lancée dans un véritable bond en avant économique, cette fois-ci, et qui inquiète les États-Unis, d'autant plus que ces États-Unis voient leur puissance dans certains domaines rétrécis au profit de la puissance économique chinoise naissante. Et comme vous le savez, dans l'histoire des empires, dans l'histoire des royaumes et autres dans le monde, à chaque fois qu'une puissance, une grande puissance est établie et qu'une puissance émergente ou autre cherche à conquérir la place, eh bien, il y a forcément des tensions. C'est le fameux piège de Thucydide que
que tous les spécialistes des relations internationales connaissent. Justement, ces deux superpuissances entretiennent des relations complexes, en fait, d'interdépendance et de concurrence, on va en parler. Selon le chef d'état-major des armées américaines, Pékin représentera probablement la plus grande menace pour les États-Unis. Est-ce que, messieurs, l'Amérique peut empêcher la suprématie chinoise sur le plan économique? N'est-ce pas inéluctable? Bon, si vous permettez, je voudrais revenir sur 3 faits d'armes. En 1996, l'entraînement de l'armée chinoise dans la mer de Chine méridionale, non loin des côtes taïwanaises. Les deux pays ne sont séparés, enfin les deux territoires de à peine 200 km. Et la réaction des États-Unis. Ensuite, vous vous rappelez sans doute de la nuit du 7 au 8 mai 1999, l'OTAN qui bombarde la représentation diplomatique de la Chine à Belgrade. En 2001, vous vous rappelez de l'incident sur l'île de Haïwan, où l'avion espion américain sillonnait au long des côtes chinoises. Il est pris en chasse par 2 chasseurs chinois. Il y a eu une interrogation en l'air. L'avion militaire américain est obligé d'atterrir sur une base militaire à l'île d'Haïwan. En avril 2000, en mai 2001. Avec 10 jours de pourparlers, la Chine qui exige des excuses publiques, les États-Unis qui refusent, les Chinois ont le temps de démonter le gros porteur, de voir de quoi il est fait, quelle est l'avancée technologique, etc., etc. La Chine aussi n'est pas d'enfant de cœur sur la scène internationale. C'est vrai qu'ils aiment faire savoir par le soft power, mais la Chine reste la Chine, elle a la quête des puissances. Et comme vous le disiez tantôt, depuis 2009, la Chine est le partenaire économique privilégié de l'Afrique, par exemple, le premier. Avec ses investissements massifs, que ce soit en France, au Japon, on l'a vu dernièrement en Italie, que ce soit en Allemagne, et même la réserve fédérale américaine devrait des milliards de dollars. Ça fait beaucoup de choses. Comme le dirait Bertrand Badier, nous sommes dans un monde de mobilité, d'inclusion et surtout d'interdépendance. Donc, parler de ralentir l'économie chinoise, est-ce que ça arrange les États-Unis que l'économie chinoise soit en berne? Je ne pense pas. Mais ils veulent la supplanter. Parlez-nous de l'interdépendance, parce que finalement, c'est l'épargne chinoise qui maintient l'économie américaine actuellement. Oui, déjà, permettez, avant juste de parler de l'interdépendance, de rebondir un peu sur le problème de l'inéluctabilité ou non de la progression de la Chine en tant que première puissance économique mondiale. Vous savez, selon certains critères, la Chine est déjà la première puissance économique mondiale lorsqu'on regarde, même déjà par le FMI, lorsqu'on regarde par PIB du pays, au niveau du PIB par parité pouvoir d'achat. Me disent les économistes, la Chine est déjà, depuis au moins 2014, la première puissance économique mondiale. Mais si l'on s'en tient à d'autres critères, ce n'est pas encore le cas. Et quand on regarde le revenu par habitant, naturellement, les États-Unis sont encore loin au-dessus. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la Chine est dans une stratégie, c'est ce qui inquiète davantage les Américains, dans une stratégie très méthodique, surtout avec Xi Jinping. C'est un programme très méthodique qui va faire de la Chine à l'horizon 2030, tel que c'est projeté, ce qu'ils appellent une société de moyenne aisance, qui va aboutir au moment où on célébrera le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, et bien qui va arriver à la société de bien-être, c'est-à-dire une société développée qui aura supplanté les États-Unis. C'est un programme très méthodique avec des stratégies sectorielles, comme cette stratégie de Made in China 2025, qui compte justement inverser la situation au niveau technologique et qui est considérée par les États-Unis aujourd'hui comme évidemment le principal ennemi numéro 1 de la suprématie technologique américaine. On en a eu un exemple dans l'affrontement contre Huawei, oui. Mais restons sur ce que vous dites. Est-ce que la Chine peut maintenir son développement économique sans l'accompagner de véritables réformes démocratiques, hein? C'est ce qu'on lui reproche, surtout des réformes démocratiques libérales, au risque de fragiliser finalement sa cohésion qui pourrait susciter des critiques externes et ternirait son image dont on va parler après. Ça dépend aussi de ce qu'on met dans démocratie. Hein. C'est-à-dire que là, généralement, quand on parle de démocratie, chez nous, sur nos contrées d'Afrique noire francophone, on se réfère immédiatement aux canons occidentaux en la matière, aux canons occidentaux en la matière. Est-ce que c'est cette démocratie, la Chine a choisi sa voie, et avec les progrès que l'on sait. Maintenant, on dit à la Chine qu'il faut qu'elle fasse exactement comme certains pays occidentaux. Je ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain. Il peut y avoir des réformes, mais chaque système a son modèle de fonctionnement.
le système capitaliste à outrance américain a montré de quoi il était capable, a montré aussi ses limites. Le système chinois, pareil, qui a fait progresser quand même la Chine en l'espace de 2-3 décennies pour la faire remonter jusqu'à la deuxième puissance économique. Oui, mais on a souvent dit, peut-être à tort, que le libéralisme économique produit un libéralisme politique. C'est pas vrai. Et c'est peut-être pour ça on attend toujours que la Chine... De fait. Le taux de croissance de la Chine est largement positif depuis 1976, avec des périodes de 2 chiffres, etc., etc. Tant que le taux de croissance sera positif, la population ne verra pas pourquoi mettre la gestion, la gouvernance politique en cause. Donc la surveillance de la population. Et puis deuxième fait, quand vous avez une telle population, permettre des marges, liberté d'expression, ça sera difficile à conserver, à mon avis. Oui, voilà. Rappelons qu'ils sont plus d'un million. Donc quand vous lisez par exemple le projet Les Nouvelles Routes de la Soie, comme il le disait tantôt, c'est détaillé aussi bien quantitativement que qualitativement, les normes, quelles sont les réformes à faire, comment desserrer un peu le taux. Depuis 2015, un Chinois peut avoir maintenant 2 enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Donc au fur et à mesure, il y a des réformes qui se font, mais à temps opportun, dans le contexte que cela demande. Sinon, la démocratie telle que le veut l'Occident, ça ne répond pas forcément aux standards chinois, ça ne répond pas forcément à l'histoire chinoise, ça ne répond pas forcément aux repères des Chinois. Donc ils ont leur mode de gouvernance à eux qui fait ses preuves d'ailleurs. Mais ça entache leur image. C'est de la propagande. Parce qu'il y a une guerre aussi des opinions. Et peut-être que c'est peut-être le véritable enjeu pour la Chine de gagner cette guerre d'opinion, de séduction des opinions publiques. Oui, mais pour une raison évidente. Vous avez une puissance établie, les États-Unis, qui sont là, qui pensaient que, logiquement, après la disparition de l'Union soviétique, eh bien, ce serait quartier libre sur toute la planète, et qui constatent que ce n'est pas le cas, qu'il y a une puissance qui vient de l'autre côté, qui la rattrape et qui est même susceptible de la dépasser. Du coup, il y a tout un arsenal de moyens à déployer, et surtout le moyen le plus violent, c'est la manipulation de l'opinion publique. La propagande et autres occidentales vis-à-vis de la Chine, elle est immense. On vous dira à chaque fois, dès qu'on parle de produits chinois, attention, ils sont dangereux. Mais aujourd'hui, les Chinois reçoivent des commandes de fabrication de TGV d'Allemagne. Pour vous dire, donc, sur le plan pratique, la Chine a spectaculairement évolué pour produire des produits de qualité. Mais de l'autre côté, il y a toujours une propagande qui essaye de mettre à l'index, d'ostraciser les produits chinois. Et c'est à chacun de se dire, en fonction des informations qu'il a de la réalité des choses, écoutez, ça c'est de la propagande et puis ça c'est la réalité. On l'a vu pendant la crise sanitaire, Donald Trump a clairement parlé de virus chinois. Il n'a pas été tendre dans ses propos. Selon Washington, la Chine aurait affaibli les États-Unis en recourant à des pratiques commerciales déloyales, en exigeant des transferts de technologie, en violant le droit de la propriété intellectuelle et en imposant des barrières non tarifaires qui entravent l'accès à ces marchés. Ces critiques sont-elles justifiées? Venant de Mr. Trump, est-ce que le virus a une nationalité? Bref. On se rappelle qu'en août 2018, le président américain avait pris des mesures contre les produits chinois à destination des États-Unis, les taxant jusqu'à 25%. On se rappelle encore en novembre 2018, au nom de l'extraterritorialité du droit américain, l'embargo sur l'or noir de l'Iran, avec interdiction de tous les pays de commercer avec l'Iran, même si après ils vont ouvrir les vannes pour 8 pays, et les mesures qui ne font que s'endurcir. Ça ne vient pas seulement de la Chine. Les États-Unis sont dans une logique aujourd'hui de s'isoler du reste de la planète, le retrait de l'UNESCO, le retrait du financement de l'OMS, etc., etc. Donc, sur des mesures, la guerre économique, c'est de part et d'autre. Maintenant, peut-être que nous avons plus accès aux informations en provenance de l'Occident par rapport aux informations en provenance de la Chine. Donc, on est mieux orienté vers la grille de lecture de l'Occident. Sinon, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et puis, il faut rappeler qu'en fait, la base de tout ceci, au niveau commercial en tout cas, c'est l'excédent massif chinois par rapport, dans le commerce par rapport aux Américains et au reste du monde de toute façon. Là, pour vous donner des échelles de valeur, eh bien, en 2018, on est à pratiquement 560 milliards de dollars donc, de transactions de biens vendus par les Chinois donc aux États-Unis. Pendant le même temps, c'est 178 milliards de dollars seulement de biens américains vendus en Chine. Donc il y a un gap de 380 milliards de dollars
à peu près qui flotte, et les États-Unis estiment que cet excédent massif au profit de la Chine, qu'on appelle la balance commerciale déficitaire au niveau des États-Unis, serait dû au fait que la Chine appliquerait dans des mesures illégales comme le dumping, des mesures illégales comme la contrefaçon. À un moment, on les accusait de vol également, de propriété intellectuelle et autres. C'est de bonne guerre, puisque chaque pays essaie de tirer la couverture de son côté. Mais on est dans le domaine commercial, et l'excédent commercial chinois donc, est devenu intolérable pour les États-Unis à cette heure-ci, où précisément dans cette marche vers la conquête, la domination du monde, eh bien, deux slogans majeurs se font face. D'un côté, vous avez le slogan cher à Trump, qui est Make America Great Again. Et de l'autre côté, la Chine aussi, qui dit, bon, écoutez, à partir de 2040, c'est la société de bien-être. Alors, avec un programme détaillé, eh bien, ce sont ces deux ambitions majeures qui s'entrechoquent aujourd'hui pour donner à cette guerre commerciale, comme on l'appelle aujourd'hui, un relan de guerre froide. On a l'impression, mais est-ce que finalement, là où le bas blesse pour les États-Unis, c'est que la Chine, finalement, s'en sort mieux dans le libéralisme qui a été créé par les Américains. Est-ce que c'est pas le péché originel des Chinois d'être plus performants que les Américains avec leurs propres règles du jeu, de s'en sortir beaucoup mieux qu'eux? Il faut y aller tout doucement. Parler des performances de la Chine par rapport aux États-Unis, je pense que c'est un peu tôt pour le moment. Pour le moment, la seule puissance hégémonique, l'hyperpuissance, ce sont les États-Unis. La Chine joue encore en deuxième position. Donc il faut y aller doucement, parler de puissance chinoise. Les Américains regardent venir, ils ont le temps de donner l'impression qu'ils veulent à la Chine, ils ont le temps de faire aussi les contre-offensives. C'est des bonnes guerres, la guerre économique. Mais ceci dit, les Chinois marquent de sérieux points seulement depuis 1978 avec Deng Xiaoping. Voir le retard qu'ils ont comblé au niveau satellitaire, technologique, avec la 5G, les porte-avions militaires, etc., ça fait quand même un peu, ça pourrait faire douter un peu les États-Unis. D'ailleurs, plusieurs études prospectives disent qu'à l'horizon 2040-2050, la Chine pourrait être la première puissance mondiale. Donc, de quoi faire peur aux États-Unis, qui ont peur de perdre le contrôle sur les circuits financiers internationaux, qui ont peur d'être dans la pénurie avec la population chinoise, indienne, etc., qui ont peur aussi de perdre leur train de vie quotidien. C'est légitime, c'est humain. Disons, pour revenir peut-être à la question sur les règles du jeu. Écoutez, le monde occidental, et les États-Unis en tête, ont créé un système, à partir des Nations Unies et d'autres organisations satellitaires, pour contrôler le monde, en imposant des règles. À l'époque où la Chine n'avait même pas voix au chapitre, puisque la République populaire de Chine entre à l'ONU, c'est en 1949 pratiquement. Donc vous voyez que ces règles qui ont été écrites pour assurer la suprématie des États-Unis au plan politique avec l'ONU et autres organisations, et au plan financier avec les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et autres, ces règles du jeu, et l'OMC par la suite, ces règles du jeu qui étaient destinées à asseoir la suprématie américaine, eh bien, ont été utilisées intelligemment, encore une fois, par la Chine, pour pouvoir développer elle-même ses arguments de puissance, ce qui nous renvoie aujourd'hui à une sorte d'ambiguïté. En tout cas, c'est assez contradictoire de constater que les États-Unis, qui étaient les chantres à l'époque du libre arbitre, aujourd'hui se disent, mais attention, le libre arbitre, du libre-échange, pardon, le libre-échange a particulièrement profité davantage à la Chine qu'à nous. Donc, il faut revoir tout ça. Il faut casser, il faut saboter toutes les organisations internationales, dont l'OMS dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour les États-Unis, c'est au profit de la Chine. L'OMC, les négociations n'avancent pas tout à fait. La Chine, à l'époque, on l'a forcé à y entrer. Quand la Chine y est entrée, elle a profité donc des règles du jeu comme elle le pouvait. Et aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte que ces règles-là ont été utilisées à bon escient par la Chine et sont aujourd'hui en position, eux qui étaient les héros à l'époque du libre-échange, sont devenus les héros du protectionnisme qu'on reprochait à l'époque à la Chine. Alors, ces dernières années, la Chine s'est approchée aussi sur le plan géopolitique d'une autre grande puissance qui gêne souvent
les États-Unis, c'est-à-dire la Russie, qui est tantôt montrée du doigt par les Américains. Cette alliance pourrait-elle affaiblir les États-Unis d'Amérique, même si ce sont des alliances de circonstances? Bon, la Chine avait besoin de gaz russe. Bon, c'est évident, ils ont signé un partenariat pour, je crois, un demi-siècle pour exploiter. La Chine en a besoin avec son nouveau train de vie, sa population, etc., etc. On se rappelle quand même qu'en 1960, lors du conflit entre entre la Chine et l'Inde, la Russie avait apporté son soutien à l'Inde, qui est un conflit latent aussi entre la Chine et les États-Unis. Mais comme le disent les Chinois, $1 dans une guerre, c'est perdu, alors $1 dans l'humanité, ça rapporte un peu plus. Donc les Chinois se rapprochent un peu de tout le monde, le Pakistan, l'Inde, la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, même le Japon, le Moyen-Orient, etc., pour étendre leur puissance. Encore une fois de plus, c'est le programme Les Nouvelles Routes de la Soie, avec l'idéologie qui va avec, consensus de Washington d'un côté, consensus de Pékin de l'autre, la Chine qui essaie de faire prévaloir certaines valeurs, la Chine qui essaie aussi de reléguer la Russie, qui était jusque-là la deuxième puissance militaire, à la troisième place pour devenir la deuxième puissance militaire. Ce sont les relations internationales avec toutes les stratégies de puissance qui vont avec. Il ne faut pas s'inquiéter de cette alliance parfois de circonstances, notamment aux Nations Unies, quand ils prennent des décisions communes. Oui, comme on l'a dit, ce sont des alliances des circonstances basées sur les intérêts du moment. Donc les intérêts, pour le moment, les intérêts russes et chinois convergent. Bon, pourquoi pas les utiliser à fond contre les États-Unis qui sont à la fois engagés dans un bras de fer avec la Chine et dans un autre bras de fer plus militaire même d'ailleurs maintenant avec la Russie par alliés européens interposés. Donc il y a de tout cela, il y a des ambitions de puissance et chacun utilise les moyens dont il dispose. Aujourd'hui, la Chine utilise son atout principal, son atout numéro 1 qui est son marché intérieur. Vous savez que la Chine, c'est quand même au bas mot 1 milliard de consommateurs. Donc dans la guerre commerciale aujourd'hui, par exemple, avec les États-Unis, la Chine estime que bon, elle a des réserves. Elle a aussi l'argument monétaire qu'elle peut utiliser à bon escient. Et pour le moment, ça converge avec aussi la façon de voir des Russes qui sont acculés également par les États-Unis. Bon, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, outre mesure de cette alliance qui est juste une alliance contre un ennemi commun pour le moment. Dernière question, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'un conflit peut véritablement éclater entre ces deux puissances ou finalement c'est un jeu de dupes et on joue à se faire peur? Les puissances nucléaires ne se font pas la guerre. Il y a eu plusieurs occasions de se tirer dessus. Une anecdote, un fait qui s'est passé la semaine dernière à la frontière entre l'Inde et la Chine, deux puissances nucléaires mais qui refusent maintenant d'utiliser même des kalash pour se tirer dessus. C'est des luttes, la lutte comme on la connaît, ce sont des coups de poing, ce sont les armes martiaux. Quand il y a un conflit, ils déposent des armes, ils vont se battre. Deux puissances nucléaires. Donc les États-Unis, la Chine, c'est la destruction de la planète. Je ne pense pas qu'un jour on en arrivera là. Non, on va rester dans cette pseudo-guerre froide? Oui, je pense que c'est une pseudo, comme vous le dites bien, pseudo-guerre froide, parce que ce n'est pas du tout la guerre froide comme elle était à l'époque entre les États-Unis et l'Union soviétique. Nous sommes dans un monde, on l'a relevé dans cette émission, dans un monde d'interdépendance. En réalité, les économies chinoises et américaines commercent et n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère en conflit. Et quand on veut regarder, creuser au plus profond d'ailleurs des choses, vous constaterez que le commerce bilatéral sino-américain, ça représente à peu près 1% du PIB des États-Unis et à peine 3,6% du PIB chinois. Donc ces deux pays ont intérêt davantage à s'entendre. Il y aura de temps à autre des frictions, c'est normal, parce que c'est deux puissances qui ont des stratégies de puissance bien déterminées, chacune voulant l'emporter sur l'autre, mais on est quand même assez loin d'un affrontement militaire et nucléaire. Nucléaire. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution. On se quitte avec cette citation. « La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'arriver au même but, celui de posséder ce que l'on désire » de Benjamin Constant. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI 1 et sur Radio Côte d'Ivoire.